Donc je vais démarrer cette nouvelle conférence sur un thème de saison. Le thème que j'ai choisi pour vous ce soir, c'est l'amour en hiver, la relation amoureuse en hiver, le couple et l'hiver, l'amour et l'hiver. Voilà. J'avais traité les amours estivales il y a quelque temps. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, là, on est en pleine saison hivernale. Donc, on va mettre le focus sur la saison et voir comment votre météo externe s'influence ou pas sur votre météo interne en termes d'amour. Mais là, je vais traiter l'amour au sens large. C'est-à-dire que, au sens large, c'est-à-dire l'amour dans la relation amoureuse, comme c'était prévu. Mais ça peut être aussi l'amour de soi, hein, l'amour en termes de service aux autres, l'amour familial, l'amour filial, hein, puisqu'il y a Noël aussi. Donc ça pourrait être intéressant qu'on examine ensemble tout ce qui concerne l'amour au sens large, avec, en mettant le focus sur la saison hivernale, qui est un peu particulier parce que en hiver, comme vous le savez comme moi, il y a quelque chose qui se ralentit, hein, qui se ressent sur l'intérieur. Voilà. Et donc tout le thème que je vais développer ici avec vous va être autour de cette intériorisation, hein, ni trop ni trop peu, mais comment la saison influence nos rythmes, influence notre intériorité, influence nos paysages intimes, influence la relation. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se joue avec ça. Donc moi je suis Véronique Cohn, hein, je suis psychologue et psychothérapeute à Castelnau-le-Lez et j'interviens chaque mois ici entre autres, où je donne d'autres conférences ailleurs, sur le thème du couple et de la relation amoureuse ou des thèmes plus philosophiques aussi. Et donc à chaque fois j'aborde un thème différent que je poste après sur ma chaîne YouTube. Hein. Donc pour ceux qui ont des amis qui ne sont pas là, vous pouvez ensuite passer le lien, ce qui est sur ma chaîne ou sur mon site. Donc vous me retrouvez n'importe comment. Il y a aussi les articles. À chaque fois que je crée une conférence sur un thème, je crée aussi un article qui va avec. Voilà. Ça c'est pour la petite histoire. Donc on va rentrer dans le thème du jour. Donc, comme je disais, la saison, l'hiver, c'est une période voilà, qui plaît ou qui déplaît. Hein. Soit certaines personnes vont vraiment être à leur mieux, hein, en hiver, c'est-à-dire vraiment profiter de ce temps pour hiberner, rentrer dans sa grotte, aller à l'intérieur, et puis se cocooner, se faire du bien, voilà, savoir profiter vraiment de ces moments pour jouer la carte. Voilà, de la douceur, de la bienveillance, des petits riens du quotidien qui donnent chaud. Hein, ou alors certaines personnes, certains individus vont le vivre très mal. Parce qu'il y a cette baisse de la luminosité, il y a le froid, hein, certains vont avoir aussi à lutter contre le froid extérieur, donc vont se laisser influencer par une météo externe froide pour sentir du froid à l'intérieur. Du froid, c'est-à-dire avoir tendance à s'isoler, à se contracter, voilà, à se couper aussi des uns et des autres, à être tellement dans leur grotte, hein, qu'ils vont se couper des liens. Et quelque chose que je dis souvent dans mes conférences, c'est que il faut savoir qu'en termes de régulation du système nerveux, hein, purement physiologique, le lien positif, le lien chaleureux, le lien amical ou amoureux régule notre système nerveux. Donc, ça, vous ne le savez pas peut-être, vous l'apprenez, pour ceux qui ne le savent pas. C'est très important de savoir parce que ça peut être utilisé quand vous sentez que vous êtes dans trop de rétraction, dans trop de froid. Ça peut être important de dire, tiens, et si j'utilise cette ressource qui est le lien, hein, notre capacité de nous mettre en lien, d'être dans l'ouverture aux autres, plutôt que de me rétracter toujours et encore plus, parce que certaines personnes ont la fâcheuse tendance, quand elles commencent à aller mal, de s'isoler, de se couper du monde entier. Et voilà, donc le temps d'hibernation, hein, pour ceux qui ont tendance à se retourner vers leur centre, soit ça peut être un temps j'hiberne, je me retrouve, hein, ce sont les retrouvailles avec soi, et ça je vais en parler, mais soit ça peut être vécu comme trop de solitude, hein, trop d'isolement, trop de coupure, et pas assez de liens. Et donc voilà, donc ça va être tout l'équilibre, hein, trouver cette zone d'équilibre entre ni trop peu.
et d'ajuster en fonction de vos ressentis individuels. Chacun le vit différemment, évidemment, cette histoire de saison, d'hiver, comment je me sens en hiver. Dans les amours estivales, comme je l'avais été traité, j'avais dit, mais on est vraiment beaucoup plus tout feu, tout flamme. Hein, l'été, c'est plus propice au jaillissement, à aller vers l'extérieur, presque à s'accélérer. Hein. Il y a la libido, comme le printemps, tout ça. Hop, là, il y a de la flamme qui s'allume et c'est un mouvement qui va vers l'extérieur, alors que l'hiver est un mouvement qui va vers l'intérieur. Et certaines personnes, selon leurs ressources et la manière dont elles sont construites, vont plus ou moins bien le vivre. Voilà. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Donc je traiterai dans cette conférence la relation à deux, hein, quand on est à deux, les plus et les moins, les avantages et les inconvénients de cette saison hivernale, de l'amour en hiver. L'amour pour soi en hiver, comment je peux me chouchouter, comment je peux être dans les retrouvailles, hein, dans ce temps d'introspection, donc le retour à soi. Et puis je traiterai aussi de l'amour familial, hein, puisqu'il y a les fêtes de Noël, et donc ici il y a aussi quelque chose à regarder sur de quelle manière vous êtes en lien avec votre famille, vos parents, est-ce que c'est sain ou pas, votre manière de relationner la famille et Noël. Et je traiterai aussi à un moment donné du creux dépressif qui est souvent générique dans la saison hivernale. Voilà. Voilà un peu, puis après je vous laisserai raisonner, puis un temps de questions-réponses, voir comment ça résonne pour vous, l'amour en hiver, hein. Et je vous dirai comment ça résonne pour moi aussi. Voilà. Alors, petit 1, puisque je voulais traiter aussi de la relation amoureuse, hein, donc qu'est-ce qui se passe en hiver de particulier dans la relation au couple ou dans la relation amoureuse? C'est pour moi une saison qui est propice à l'intimité, qui est propice à la bulle. Hein. Je pense qu'il y a le cliché qu'on connaît tous, voilà, c'est l'hiver, voilà, vous vous retrouvez au coin du feu, avec la peau de bête, le tapis, la cheminée, la couette, enfin voilà, tout le monde connaît ce cliché archi connu qu'on voit dans les films, l'amour en hiver, voilà, tout de suite le représenter, c'est ça. Bon, c'est un peu le cliché. Donc ça préconise, enfin ça laisse entrevoir une histoire de fantasmagorie érotique, hein, quelque chose qui pourrait être très érotique, alors qu'on pourrait s'imaginer l'inverse. On pourrait s'imaginer que bon, l'amour en hiver, bon, bof quoi. Hein. Eh ben non, ça peut être aussi très chaleureux ou très érotique, à condition de permettre un regard ainsi. C'est-à-dire de dire, mais au fait, l'hiver c'est tonique. Hein, on peut être dans quelque chose de vivifiant, donc du froid à l'extérieur, et si c'est froid à l'extérieur, est-ce que je peux mettre du chaud à l'intérieur de ma bulle relationnelle? Voilà. Donc tout est dans la capacité d'être acteur en fait, et de la représentation que vous avez de l'hiver. Hein, donc soit ça fait bof, moi j'ai besoin de l'été pour sentir le feu, soit au contraire vous pouvez en profiter pour dire ah bah oui super, puisqu'il fait froid, vivons à fond la saison et mettons-nous au chaud, mettons-nous dans notre bulle, dans notre cocon, vivons vraiment l'intimité à fond, puisque c'est ce que propose la saison. Hein. Donc voilà, alors à condition évidemment d'avoir un compagnon ou une compagne. Comme nous sommes des mammifères supérieurs, vous avez remarqué que nous aimons bien nous tenir chaud. Comme des marmottes, hein, on aime bien se tenir chaud, et quand on est trop loin, souvent on a froid. Hein. Donc c'est vrai que l'invitation en hiver, c'est de se tenir chaud quand même. Hein. Voilà, donc encore faut-il avoir un compagnon ou un compagnon, une compagne, ou en chercher. Ce qui pourrait être compliqué, c'est de se dire, moi j'en trouve pas, voilà, ça c'est pour ceux qui sont célibataires et qui se disent, oh là là, mais tous les autres ont des compagnes et des compagnons, moi j'en trouve pas, donc je peux pas me mettre au chaud dans ma bulle, etc. Et là ils vont déprimer grave. Et ça serait une mauvaise idée. Donc là je parlerai du creux dépressif tout à l'heure qui les guette.
Parce qu'il y a toujours il y a plusieurs manières de voir les choses. Soit effectivement, on se dit, il n'y a pas de raison que j'en trouve pas. Il y a de l'abondance, comme je dis toujours sur Terre, il n'y a pas de raison que moi je fasse carpette. Mais il y a aussi d'autres manières, parce que l'univers ne répond pas toujours positivement à vos appels de prince charmant et de femme idéale, ou de compagnons divers. Donc, je vous parlerai de l'amour de la solitude tout à l'heure, parce que justement, c'est une des options quand il n'y a pas cette réponse du couple. Mais c'est vrai que si vous êtes en couple ou si vous envisagez de trouver des partenaires amoureux, alors profitez-en à fond pour jouer l'intimité, puisque c'est vraiment ça que propose cette saison, c'est au cœur de l'intime. Donc l'intimité, c'est quoi? Je rappelle la définition. C'est vraiment bas les masques. C'est être vraiment dans l'authenticité et dans une relation dense, consistante. Et donc de se privilégier des petits moments chocolat chaud, des petits moments canapé, des petits moments où on a beaucoup plus de temps pour rêvasser, faire l'amour, etc. Donc profitez-en pour vraiment utiliser ce temps intime, quoi, voilà, et de ne pas le dilapider dans tout et n'importe quoi. Et souvent pour faire de la thérapie de couple, je trouve que c'est vraiment utile de retrouver des agendas où vous vraiment vous cadrez des temps d'intimité, sinon vous partez dans un quotidien avec de la logistique, des enfants, des ci, des mi, et vous oubliez les temps d'intimité avec le conjoint ou le compagnon. Et ça, c'est très dommageable. Donc c'est important de fixer des temps d'intimité pour faire vivre votre couple au niveau de l'amour et de la sexualité, que ce soit des temps de partage, de connivence, de complicité, mais aussi des temps d'amour érotique, et de trouver des moyens de faire vivre l'érotisme dans l'hiver. Plutôt que de vous dire, il n'y a que l'été qui est réservé à l'érotisme. Eh bien, pas du tout, vous pouvez vous amuser à érotiser la relation au sein de l'hiver, grâce à votre créativité. Voilà. Ça, c'est l'idée de la bulle. Voilà. Souvent, vous remarquez qu'il y a des bébés qui naissent aussi en été, parce qu'ils ont été conçus en hiver. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en hiver aussi, voilà, c'est une manière d'avoir envie de se rapprocher, de se cocooner, de se rapprocher. On a envie d'être proche. Voilà. Le froid donne envie d'être proche. Et donc, vont fabriquer aussi, certains couples en profitent pour fabriquer, élaborer des projets pour l'été. Ça, c'est ceux qui ont toujours besoin de se fixer des objectifs et donc ils projettent des vacances d'été, etc. Et ils envisagent qu'après, ça sera un merveilleux voyage. Ils font ça l'hiver pour projeter ça sur l'été. Bon, si vous avez rien d'autre à faire, c'est bien, mais profitez plutôt pour moi, selon mon point de vue, c'est de profiter de ces temps-là pour laisser venir ce qui vient. Quand vous êtes à deux, la saison d'hiver est plutôt une saison d'intériorité, comme je disais au début. Et être, c'est pas avoir, c'est pas faire, c'est être. Être, c'est aussi laisser venir les choses, laisser faire les choses. Laisser aller. Donc vous êtes à deux, par exemple, on imagine, vous êtes avec votre partenaire, vous n'avez pas forcément programmé un truc parce qu'il fait très froid dehors, donc vous êtes à l'intérieur, il n'y a pas de programme, profitez-en pour laisser venir ce qui vient, comme ça va venir et que vous ne savez pas la minute d'après qu'est-ce qui va émerger. Mais ce sont des temps qui sont presque vides, dans le sens où vous vous dites peut-être on va passer une après-midi ensemble, il fait froid, on n'a rien prévu. Et ça pourrait être vraiment très créatif de se dire j'ai rien programmé, il y a moins de choses à faire dehors, profitez-en pour laisser du vide s'installer et dans ce vide, de laisser les choses émerger. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qui vient là maintenant? En fonction du ressenti, pas en fonction de la tête, mais plutôt en fonction du senti des tripes. Donc de sentir dans le corps, tiens, et qu'est-ce qu'on pourrait inventer maintenant qui serait en relation avec ce qu'on ressent profondément. Voilà. Et ça, c'est plutôt possible à partir d'un vide plutôt qu'à partir d'un plein. Si vous êtes toujours dans je fais plein de choses avec mon compagnon, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire mi. Vous ne pouvez pas trouver ces espaces-là. Donc l'hiver est propice à ça. Donc ça, c'est une proposition que je vous fais. Plutôt que de continuer de courir dans tous les sens et de vous agiter parce qu'il y a les fêtes de Noël, les cadeaux, les machins, programmez dans vos agendas, si vous êtes en couple, des moments comme ça d'intimité où vous laissez venir à partir d'un vide. Et vous verrez, faites-en l'expérience, voilà. C'est une proposition, vous verrez bien. Donc la créativité, c'est aussi ça, c'est faire confiance qu'à chaque instant, une petite flamme peut s'allumer,
une nouveauté, quelque chose qui, voilà, qui jaillit d'un espace creux, d'un espace vide. Et arrêtez de remplir toujours vos agendas comme si vous aviez peur qu'ils ne soient pas remplis, qu'ils soient complètement vides. Le vide est vraiment important, hein. Le vide est relatif à la saison d'hiver. Hein. Alors, pour l'amour de soi, alors ça va être le grand focus de ma conférence de ce soir, tourne autour du 1, de l'amour de soi. Pourquoi ? Parce que l'hiver, c'est vraiment les retrouvailles. L'hiver, c'est l'introspection, c'est le mouvement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est revenir à soi. Dans les grandes traditions spirituelles, c'est pour ça que c'est vraiment un thème qui est extrêmement intéressant finalement, l'hiver, on trouve toujours le va vers toi, hein, reviens, teshuva, retourne-toi. Il y a un espace, justement, je parlais du vide, hein, de vide intérieur, que certaines personnes ont beaucoup de mal à l'appréhender. C'est-à-dire que dès qu'elles se retournent et qu'elles se trouvent face à elles-mêmes, elles sentent ce vide existentiel, elles sentent cette solitude détresse, et c'est juste impossible à gérer pour elles. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles partent dans le monde extérieur. Je vais téléphoner, je vais acheter, je vais manger, je vais sortir, je vais chercher un compagnon sur un site, je vais faire quelque chose pour sortir de cet espace de vide intérieur qui est insoutenable. Tant que vous faites ça, je l'ai dit je ne sais pas combien de fois, mais je le redis parce que c'est essentiel, tant que vous faites ça, vous faites fausse route. Il y a quelque chose vraiment à comprendre, mais qui peut être un chemin qui prend des années, ça, hein, parce que vous pouvez le comprendre intellectuellement sans pouvoir le vivre. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre du retournement, des noces intérieures, du mariage intérieur. Les mystiques en parlent sans arrêt dans tous les enseignements spirituels, on retrouve ça, ces notions de noces mystiques, ces notions de retrouvailles, qui sont, quand je vois que je pars à l'extérieur pour chercher de la nourriture affective, de la nourriture sexuelle, de la nourriture, pourquoi pas, si et seulement si je connais mon mariage intérieur, si et seulement si je suis dans l'unité avec moi, dans ce mariage intérieur, c'est-à-dire dans l'être, et que j'ai contacté ce féminin de l'être. Appelez-le le féminin de l'être, appelez-le les noces mystiques, appelez-le comme vous voulez, mais c'est un plein intérieur, c'est-à-dire je me sens habitée par l'être que je suis. Tant que je n'ai pas fait cette découverte, je vais partir dans le monde extérieur à partir d'un vide, et vous allez vous retrouver dans la posture qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le mendiant. C'est-à-dire vous partez à partir d'un vide. Donc vous êtes happé par il me faut quelque chose à l'extérieur, il me faut un objectif. Il me faut réaliser quelque chose, il me faut quelqu'un, il me faut quelque chose à l'extérieur. Voilà. Et c'est du remplissage. Et évidemment, à chaque fois, il y a une impasse parce que vous allez être déçu par quelque chose qui va ne pas répondre à vos attentes. Parce que l'univers ne répond pas toujours à vos attentes. Hein. Vous avez beau faire de la loi d'attraction. Moi, ça m'arrive, hein, parce que je trouve ça assez mignon, la loi d'attraction, mais il y a quelque chose pour moi d'immature là-dedans, dans l'idée que je demande et l'univers me répond, et plus je demande, plus ça répond. Alors des fois ça répond, et puis des fois ça répond pas. Donc tant que vous n'avez pas fait ce retournement à l'intérieur, qui est je fais descendre la reliance, hein, la source divine en moi, et que je le matérialise à l'intérieur de moi, que je l'incarne à l'intérieur, à ce moment-là, vous allez partir par un vide à l'extérieur. Vous êtes happé par le monde extérieur. Et ça, c'est terrible. Hein. C'est une vraie souffrance et ça crée beaucoup de dépendance affective d'ailleurs. Hein. Et beaucoup de déception dans la relation amoureuse, mais pas que dans la relation amoureuse. Voilà. Donc cette solitude, c'est vraiment un temps, réjouissez-vous, je dirais, voilà, réjouissez-vous de vivre cette solitude comme un temps d'introspection, comme un temps de retrouvailles ou de trouvailles, si vous n'êtes pas jamais retrouvé, hein, de trouvailles avec vous-même. Hein. Je parlais tout à l'heure de noces mystiques. Hein, j'avais l'idée tout à l'heure en pensant à ça, je me disais, mais quand on regarde dans le Cantique des Cantiques, hein, si vous avez lu le Cantique des Cantiques, il parle de sa bien-aimée, la bien-aimée, le bien-aimé, c'est à l'intérieur, évidemment, c'est jamais quelqu'un à l'extérieur, c'est toujours à l'intérieur que ça se trouve. Donc c'est fondamental que vous profitiez de ces espaces qui sont beaucoup plus creux, beaucoup plus vides dans l'hiver, pour générer ce retournement intérieur et trouver un feu qui vous allume de l'intérieur, un feu qui est un feu de l'être, qui est une passion de vous. Je suis en passion avec mon être, à condition évidemment de reconnaître vos talents et vos dons.
Ça passe par là, hein. Ça passe par une reconnaissance de mes dons et mes talents, de ma singularité, que je vais pouvoir dans un deuxième temps offrir au monde. Mais tant que je n'aime pas ce que je suis, je ne peux rien offrir parce que je suis toujours vide en fait. Je vais courir à l'extérieur chercher ce qui ne me remplit pas à l'intérieur. Donc, mon conseil ici, c'est voilà, quand c'est un peu difficile pour vous, que vous avez tendance à déserter le vide et à courir à l'extérieur, restez un peu en contact avec ce vide. Ne fuyez pas à l'extérieur tout le temps, pour un oui, pour un non. Restez un peu un moment. Traversez-le, traversez sans que ce soit une grosse souffrance. Il ne faut pas que vous soyez complètement sur le carreau en train de dire je cherche mes noces mystiques, je ne trouve pas mes noces mystiques. Véronique m'a dit de trouver mes noces, je ne les trouve pas, je suis imparfaite. Non, ce n'est pas ça l'idée. Hein. Tant que c'est gérable, de trouver un peu ces moments d'intériorisation. Voilà, de lire aussi certains livres qui vous inspirent pour vous retourner et trouver en vous ce feu qui vous allume. Voilà. Et si vous êtes enflammé par vous, je dirais, cette lumière hein, qui vous relie du ciel à la terre, hein, si vous êtes connecté à quelque chose de plus haut qui vous transcende, à ce moment-là, vous êtes moins en demande, vous êtes beaucoup, la loi de l'attraction, vous en foutez, hein, parce que vous demandez, ça vient pas, bah ça vient pas, et bah tant pis, ça vient pas, c'est pas grave. Hein, alors que là, ça vient pas, vous êtes vraiment mal, hein, vous êtes vraiment, ça vient pas, je suis asphyxiée, comment je vais faire, voilà. Je vous parle de ça parce que c'est des expériences que j'ai fait évidemment, hein, c'est pas juste je vous donne des conseils pour vous et moi je suis pas passée par là. Évidemment que je suis passée par là et je le reconnais souvent puisque j'en parle souvent dans mes conférences puisque j'ai quand même une addicte de l'état amoureux et de la dépendance, donc dépendante affective et sexuelle puisque je suis addicte de l'état amoureux. Et une des manières de m'en sortir, ça a été de le comprendre intellectuellement, de revenir, de faire ce retour intérieur, mais de le vivre et de l'expérimenter. Et ça prend des années. Hein. En tout cas, pour moi, ça m'a pris des années. Je ne l'ai jamais fait en 2 minutes. Mais petit à petit, si à chaque fois vous mettez ce zoom, vous revenez sur vous, il y a quelque chose qui se reconnaît, qui se trouve en soi et qui se remplit vraiment d'une nourriture, de quelque chose qui vous dépasse, quoi. Hein, à condition de reconnaître vos dons, voilà, vos dons, votre singularité. Tant que vous ne le faites pas, vous aurez du mal. Hein. Et accepter et reconnaître ses dons, c'est aussi reconnaître ses limites. Je ne suis pas parfaite. Je ne serai jamais parfaite. Je serai toujours en contact avec la médiocrité de ce que je suis. C'est-à-dire, quoi que je fasse, ça ne sera jamais parfait. Jamais, 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 puisqu'on est limité. Hein. Donc, c'est intégrer ça, mais en même temps reconnaître ce pourquoi je suis fait et comment je peux m'animer de l'intérieur avec ça. Voilà. Ralentir, hein, puisque on est dans une... Je parlais de rythme. Hein, l'hiver, c'est le ralentissement. Hein, tout se ralentit autour de vous. Donc c'est la proposition, l'invitation est à ralentir, évidemment. À ralentir de partout. Ralentir dans vos rythmes. Vous écoutez davantage. Hein, ça, c'est sur un plan plus horizontal, je dirais. Vous écoutez davantage, vous respectez davantage, vous chouchoutez davantage, prendre soin vraiment de la personne que vous êtes, hein, ça c'est la première étape. Hein. Ça demande une écoute intérieure, une écoute toujours, un retour de soi, et j'écoute, je m'écoute. Mais ce je m'écoute, si vous courez partout et si vous êtes agité comme en plein été à courir dans tous les sens, vous ne pouvez pas vous écouter de l'intérieur. Donc pour plein de personnes, c'est une grande difficulté de s'écouter, d'écouter ses rythmes, d'écouter ses besoins et de ne pas fuir dans des tas d'objectifs divers et variés pour vous distraire de vous-même. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui... Ça c'est un vrai mot, quand je le dis c'est vraiment fort, c'est la plupart que je vois au cabinet ont tendance à se distraire d'eux-mêmes. Ils trouvent des distractions à l'extérieur en se convainquant que c'est comme ça que c'est le mieux, quoi. Ils ont raison de faire ci, de faire ça, de faire mi. En réalité, c'est une distraction et on se fuit, toujours et encore plus, on se fuit de son intériorité et on fuit ses petites voix intérieures, son guide intérieur, appelez-le comme vous voulez, on se fuit. Donc il y a vraiment quelque chose à piger dans cette histoire de ralentissement et de s'investir, La chronobiologie aussi va être quelque chose à prendre en considération, hein. C'est l'histoire des rythmes. D'ailleurs, en général, c'est tous les maladies de l'hiver aussi. Hein. Si vous ne respectez pas vos rythmes, vous risquez d'avoir un système immunitaire fragile et de tomber malade. Vous embarquez tous les virus de l'hiver, ou vous blessez, ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est vraiment aussi une période sensible.
Donc c'est important pour l'amour de soi hein, de respecter, de ralentir, d'en faire moins. Ce qui est un peu aberrant pour moi dans notre société actuelle, c'est que les métiers, les professions que vous exercez, ils ne modifient pas hein, en fonction des saisons. Hein. Normalement, on devrait hiberner un peu plus. Mais en fait, on attend toujours autant de performances. Moi qui travaille en entreprise en hiver qu'en été, ça ne change absolument pas. Et on ne permet pas aux personnes justement ce temps de ralentissement, ce temps de tranquillité, ce temps où on prend un temps, c'est un temps de maturation aussi, on mature des projets. Hein. Donc tout ça, c'est pas prévu au rendez-vous dans les entreprises ni dans les métiers que vous exercez, puisque c'est toujours gagner plus, faire plus, projeter plus, investir plus. Et ça manque de pertinence par rapport au rythme biologique et les gens se fatiguent beaucoup plus en hiver et tombent du coup beaucoup plus malades. Et c'est dommageable hein, pour les personnes. Donc la réalité, les situations elles sont telles qu'elles sont. Vous n'avez pas changé de métier parce que d'un coup vous vous rendez compte qu'il y a un besoin de vivre sur un autre rythme en hiver qu'en été. Vous allez rester dans les postes où vous êtes, mais l'idée c'est de générer cette écoute intérieure et d'aller dans le plus possible dans le sens des rythmes des saisons et d'écouter votre rythme quand c'est possible. Donc je sais pas, vous reposez plus, vous couchez plus dès que vous avez le temps, dormir plus, voilà. Écoutez votre rythme. Ok. Ensuite, il y a une particularité dans ces histoires de rythme. Certains vont tellement hiberner, c'est toujours les trop et trop peu, hein, donc certains vont être tellement dans leur grotte, moi j'en ai connu des comme ça, comme des ours ou des oursonnes, ils se mettent tellement dans leur grotte que du coup ils se coupent de tout le monde, genre l'hiver fermé, hop là, je suis j'hiberne, je ne vois plus personne, donc ça, souvent c'est un peu excessif, pourquoi pas, mais enfin là c'est au revoir, hein, on reviendra en été. Et puis certains sont au contraire ne tiennent pas en considération les rythmes et s'agitent toujours et encore plus. Et là ce dont je vous parlais, c'est qu'ils risquent de tomber malades ceux-là. Hein. Ce sont ce qu'on appelle les conduites à risque. Donc ni trop ni trop peu, hein, toujours pareil, c'est une zone d'équilibre à trouver. Je vais maintenant parler de la famille. On va parler de l'amour filial. Alors, l'hiver, et en ce moment, nous sommes en décembre, n'est-ce pas? Donc, en ce moment, c'est la saison des fêtes de famille, c'est la préparation pour les fêtes de Noël. Alors, ça peut être dans vous représenter une fête que vous adorez, dont vous vous réjouissez, ou au contraire, ça peut être une fête, oh là là, qui peut être très traumatique pour certains, qui renvoie à une enfance douloureuse avec une famille toxique par exemple, hein, où il n'y avait pas de joie à offrir, à fêter, où il y avait au contraire beaucoup d'abandon, il y avait voilà, ou des souvenirs, soit c'est des souvenirs traumatiques, d'être seul, de pas avoir eu le chérissement dont la petite personne avait besoin, soit au contraire c'est waouh super, c'est génial, je vais faire plein de cadeaux, je suis contente de voir toute la famille, etc. Entre les deux, vous avez aussi les adultes hein, qui se sentent contraints de fêter Noël en famille alors qu'au fond d'eux ils n'en ont pas envie. Donc ça aussi c'est une question qui peut se poser. Le regard que je pose moi ici sur les fêtes de famille, c'est l'amour. Parce que là il est question pour les parents qui invitent leurs enfants à Noël, si vous êtes parents ou si vous avez des parents qui vous demandent de venir, est-ce qu'ils vous invitent en vous laissant libre de venir ou pas, ou est-ce que c'est une fête genre tellement importante, il faut y aller? Vous vous sentez obligé d'y aller parce que c'est la réunion familiale de l'année, il faut que tout le monde soit là, voilà. Donc jusqu'où les parents font pression pour que vous soyez des gentils garçons et des gentilles petites filles pour venir jusqu'à la fin des temps fêter Noël en famille, et jusqu'où vous vous sentez coupable, vous les enfants de ces parents-là, de ne pas répondre au rendez-vous, voilà, de sentir une forme de culpabilité, je ne suis pas gentil ou gentil si je ne réponds pas aux attentes de la famille. Donc ça c'est important parce que certains ne mettent pas la conscience là-dessus et ils y vont en se sentant obligés. Il y a une forme de bon j'y vais mais il faut y aller quoi, c'est lourd quoi. Mais ils y vont quand même pour répondre au chantage affectif des parents.
du ou des parents. Pourquoi les enfants font ça? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, hein. Moi je vais vous le dire. Pourquoi certains enfants qui sont adultes continuent d'y aller comme un poids, quoi, hein. Donc là il n'y a pas d'amour, hein. C'est pas de l'amour, hein, c'est une obligation, hein. Donc il n'est pas question d'amour entre ces parents et ces enfants-là. Il est question de faire plaisir aux parents. Donc il n'y a pas d'amour. Un amour réel, c'est un amour libre. Il n'y a pas de possessivité. Tu veux venir, tu viens. Tu veux pas venir, tu viens pas. C'est pas grave, on fera avec, on fera sans toi. Tu es libre. Ici, il n'y a pas ça, hein. Donc c'est un amour qui est conditionné et qui parfois amène ces enfants, ces adultes, ces enfants qui ont été déjà embarqués dans ces thèmes-là plus jeunes, toujours pareil, à répéter ces histoires de chantage affectif. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces enfants-là, qui deviennent grands, vont honorer ce qu'on appelle le 4e commandement des lois de Moïse, qui est « tu honoreras ton père et ta mère ». Vous connaissez? Voilà. Et c'est ça qui se joue, c'est-à-dire c'est comme si il y a cette inscription, c'est un programme qui est mis là et qui est institué, sans jamais avoir été visité, hein, conscientisé. Ces personnes-là se sentent tenues toute leur vie de répondre aux demandes des parents. Comme s'il y avait une espèce de boulet, de chaîne, hein, ce qu'on appelle des relations enchevêtrées, où voilà, toute leur vie, je me dois de... Voilà, je suis redevable, hein, j'ai une dette envers mes parents et je suis redevable. Évidemment, les parents font bien sentir qu'ils se doivent d'eux, évidemment, ces parents-là, hein. Donc il y a une immaturité assez grande, hein, chez ces parents qui ont... il y a un devoir filial, hein, il y a un devoir pour eux, il n'y a pas d'amour, il y a un devoir, tu me dois, je t'ai mis au monde, donc tu me dois. Mais les enfants qui sont mis sur Terre, est-ce que vous êtes déjà questionné là-dessus? Ils n'ont rien demandé, eux. Donc vous n'avez pas... vous n'avez jamais à... il n'y a pas de retour sur investissement par rapport aux parents, hein. Vous n'avez rien à leur devoir normalement, hein. On dit toujours qu'on ne choisit pas sa famille d'origine, mais on choisit après sa famille, sa tribu, ses amis, ses conjoints, ses compagnons. Donc vous n'avez normalement aucun devoir de retour, aucune dette à rendre vis-à-vis de vos parents si vous n'en avez pas envie, hein. C'est une manière souvent de continuer des liens toxiques jusqu'à la fin des temps et de faire perdurer ces liens et de ne pas vous en libérer. Donc ça peut être important pour vous de voir de quel endroit ça part, cette histoire d'aller au rendez-vous des fêtes familiales. Est-ce que ça part d'un sentiment de liberté? Vous avez un élan de l'intérieur qui vous emmène, qui vous guide, qui vous dit « Waouh, super, je suis vraiment contente d'aller les retrouver, c'est super sympa, ça me fait plaisir d'y aller ». Ou est-ce que c'est un poids? Oh là là, il faut y aller, sinon ils vont faire la tête, ça va me créer des problèmes, je vais me mettre en froid avec la famille, ça va générer des conflits, etc. Donc regardez de quel endroit ça part de vous et qu'est-ce que vous respectez comme contrat, hein, qu'est-ce que vous vous racontez comme histoire à l'intérieur, et regardez s'il n'y a pas de « tu honoreras ton père et ta mère jusqu'à la fin des temps », qui est le 4e commandement, qui évidemment est surinvesti, hein, dans la tradition biblique, mais surinvesti encore dans nos sociétés, hein, et partout dans le monde. Ce n'est pas simplement ici, on le voit encore plus, on est en Occident, encore un peu moins, mais on le voit beaucoup plus dans les sociétés traditionnelles, ça, hein. Voilà, les enfants sont exploités dès leur plus jeune âge pour être rentables par rapport à des parents. Ça, c'est juste abominable, il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est pour ça que je parlais de ça, parce que moi je parle de l'amour au sens large, et ici il n'est pas question d'amour, évidemment, hein. Dès qu'il y a du chantage, dès qu'il y a du devoir, il n'y a pas d'amour, hein. Donc à vous de rompre ces liens enchevêtrés, d'être suffisamment adulte et mature pour vous en rendre compte si c'est le cas, et de ne pas vous sentir obligé si vous vous sentez obligé d'y aller, hein. Voilà. Je vais vous parler maintenant de... Toujours pareil, je suis sur la saison de l'hiver, parce que c'est le thème. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent, que je vois apparaître, y compris dans ma clientèle, hein, c'est ce fameux creux dépressif. Voilà. Donc, ça, pourquoi? Parce qu'il y a la luminosité qui diminue, hein, donc le matin, il fait nuit assez tard, le soir, il fait nuit tôt, donc les journées sont courtes. Il fait froid, hein, donc effectivement, donc l'énergie souvent interne, elle est moins présente, quoi, elle est moins forte, hein. La vitalité souvent elle diminue, hein. Voilà, donc c'est une saison qui
qui préconise justement une grande écoute, une vigilance par rapport à l'énergie. Hein. C'est vraiment important de contacter ces ressources pour voir, tiens, comment je fais face quand j'ai moins d'énergie. Comment je fais face à ça? Qu'est-ce que je mets en place pour ne pas gentiment mais sûrement chuter? Et chuter dans un creux qui serait justement dépressif, qui est lié à la saison aussi, à cause de la luminosité. Bon, vous avez, pour les pistes, parce qu'il y a différentes pistes, hein. La première piste par rapport au creux dépressif, c'est les ressources. Ce qu'on appelle les ressources, c'est lister, faites la checklist, de toutes les ressources dont vous disposez pour remonter en énergie. Alors concrètement, hein, ça peut être, tiens, quand je vais manger un chocolat, boire un chocolat chaud avec une amie, ça va tout de suite mieux. Bon, quand je téléphone à quelqu'un, quand, je sais pas moi, quand je fais de la peinture, quand je fais de la musique, quand je fais du sport, quand je fais l'amour, quand je sais pas quoi. Bon, ça, ce sont vos ressources, d'accord? Donc faites la liste. Très souvent, vous êtes au courant que vous avez des ressources, les uns et les autres, mais vous ne les utilisez pas assez. En tout cas, pas assez quand la chute dépressive est venue. Hein, parce que la vie est faite de haut et de bas. Hein, et le creux dépressif, c'est un moment de down, comme ça, hein, ça descend. Donc quand ça descend, c'est le moment d'actualiser vos ressources, de les exploiter, de les utiliser. Hein, je dis souvent que vous êtes assis sur un coffre d'Alibaba, que vous disposez de la clé, que vous connaissez ce qu'il y a dans le coffre, mais que vous n'utilisez pas, vous n'ouvrez pas la clé pour aller pêcher ce qu'il y a dans le coffre. Vous êtes assis sur le coffre et vous attendez d'être assis, donc vous chutez gentiment mais sûrement en termes d'énergie. Donc c'est important, hein, de connaître ces ressources et de les exploiter au maximum pour rebooster l'énergie quand vous êtes en période creuse comme ça, hein, de chute libre. Ça c'est la première chose. En même temps, les ressources, hein, ça va être aussi, n'oubliez pas, il y a cette histoire de trouver à l'intérieur de soi sans dépendre de l'extérieur. Ça, c'est l'idéal. Hein. Quand je ne dépends plus du monde extérieur, parce que vous dites, ah oui, c'est quand j'appelle un ami, c'est quand je fais une activité, mais il n'y a pas toujours un ami à côté, il n'y a pas toujours un compagnon pour vous, il n'y a pas toujours, voilà, il n'y a pas toujours ce qu'il faut sous la main. Donc c'est pour ça que c'est important d'aimer la vie que vous menez, et de se focaliser sur le plein plutôt que sur le manque. C'est-à-dire de se focaliser sur les petits riens du quotidien qui vous réjouissent. C'est ce qu'on appelle cultiver la gratitude. Ça, c'est une autre piste. Quand vous êtes en creux dépressif, vous passez votre temps à regarder tout ce que vous n'avez pas et tout ce que les autres ont. Donc vous passez votre temps à vous comparer en plus. Il n'y a pas pire que de se comparer aux uns aux autres, soi-disant qui, eux, ont des amis, de l'amour, de l'argent, enfin n'importe quoi, et vous, vous n'avez rien. Hein, vous êtes, voilà, vous êtes tout seul, vous valez rien, vous êtes, voilà. Ça, c'est le creux dépressif, hein, c'est le tableau clinique du creux dépressif. Moi, je ne vaux rien, je n'ai rien, je ne mérite pas, et les autres, eux, ils s'éclatent. Voilà. Et ça, c'est une histoire que vous racontez, parce que tout le monde est à la même enseigne ici. Donc on est tous dans des creux dépressifs, et quand on est là-dedans, on se raconte tous la même histoire. Donc c'est important de situer ça, hein, et de revenir à, bon, plutôt que de rester dans l'effondrement et de chuter toujours et encore plus, je vais mettre mon attention sur le plein, aimer, la clé c'est aimer la vie que je mène, aimer ce qui est. Ce qui est maintenant, pas ce qui est hier ou demain, ce qui est là maintenant. Donc qu'est-ce qui se présente devant moi maintenant? Hein, je ne sais pas, moi, le matin, vous vous réveillez, au lieu de commencer à ruminer gentiment mais sûrement sur tout ce qui ne va pas, et être obsédé, parce que c'est ça, hein, la rumination et les obsessions sur « ah, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas mis, j'ai pas assez d'argent, je ne peux pas m'offrir le voyage machin, j'ai pas le compagnon idéal, etc. » Bah oui, c'est vrai, ça peut être vrai, hein, mais qu'est-ce qui est bien maintenant? Qu'est-ce qui me donnerait un petit peu de plaisir maintenant? Qu'est-ce qui ferait que je serais un petit peu mieux maintenant? Voilà. Ce que j'appelle mettre des coussinets. Ça ne va pas être idéal, ça va être mettre un petit coussinet dans l'instant. Hein, c'est-à-dire agrandir le confort, agrandir le plaisir, voilà, aller un tout petit peu mieux que oh, bof. Il n'y a rien dehors, il n'y a rien ici, il n'y a rien maintenant, tout est nul, il fait gris, il fait froid, bon,
Voilà, je vais m'enterrer chez moi tout l'hiver, courage fuyons. Voilà. Ça, c'est le creux dépressif, c'est la chute libre. Et il faut savoir, et c'est aussi en lien avec la chimie, hein, puisque ça peut aussi générer un manque de sérotonine, un manque de dopamine, tout ça, ça va avec la luminosité. Hein. C'est pour ça que c'est important quand cette chimie comme elle fluctue, hein, de vous shooter, de trouver des moyens de vous shooter à la dopamine, à la sérotonine, etc. C'est-à-dire à remonter le moral en mettant votre attention sur le plein et pas sur le vide, et pas sur le manque. Hein. C'est toujours pareil, il y a le manque et le plein, il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc soit je mets mon regard sur le plein et je vais m'envahir de souffrance, hein, je vais me faire souffrir avec ça, soit j'apprends à faire un effort, parce que ça demande un effort, de changer son regard et de le mettre sur le plein. C'est pas inné, hein, ça s'apprend. Ça s'appelle un déplacement de l'attention. Je passe d'une attention sur le manque à une attention sur le plein et je cultive ça tous les jours. C'est une pratique. Je mets en place un regard tourné sur « Waouh, super !» ce petit chocolat chaud, ce thé, cette bouillotte, cet ami qui m'appelle, voilà, c'est magnifique. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ça ne peut pas être autrement. Si vous ne faites pas un effort conscient pour changer votre regard, ben vous allez vous enliser gentiment mais sûrement dans vos systèmes de croyances. Je suis mauvais, je suis nul, je ne vaux rien, je suis moche, personne ne m'aime, on m'abandonne, la vie m'abandonne. Mais c'est vous qui vous abandonnez à vous-même. La vie ne vous abandonne pas. C'est vous qui vous désertez et c'est vous qui vous abandonnez à vous-même. Et ça, c'est très très important de le saisir. La vie répond, en fait, il n'y a pas besoin de loi de l'attraction ni rien du tout. Elle répond dans cette capacité de goûter la vie, de goûter ce qui est, y compris quand il y a du manque. Il n'y a pas ce que je veux, il n'y a pas. Bon, bah, il n'y a pas, il n'y a pas. Est-ce que je me fais un problème de ce qu'il n'y a pas, ou est-ce que je traverse gentiment ce qu'il n'y a pas en étant dans je fais au mieux avec ce qu'il y a. C'est ça l'idée des ressources. Hein. Je fais au mieux avec ce qui est disponible maintenant. Et j'arrête de me prendre la tête sur ce qui n'est pas là, puisque ce n'est pas là. Et ce que vous ne faites pas, en général, c'est je veux ce qui n'est pas là. Je veux être autrement que ce que je suis, et je veux autre chose que ce qui est là. Alors là, c'est terrible. Et après, vous vous comparez, et alors là, comment, hop là, ça c'est de l'autoflagellation, il n'y a pas pire que ça. Comment se massacrer en 10 leçons, vous faites ça, vous avez tout gagné, il faudrait écrire un livre là-dessus. Hein. Donc voilà, donc utiliser des ressources disponibles dans l'instant, la vie c'est toujours maintenant, c'est jamais demain, c'est pas hier. Donc maintenant, comment je peux agrandir, me donner un petit plaisir, voilà. Et c'est pas, ça peut passer par tout et n'importe quoi. Et si vous savez faire ça, vous aurez beaucoup moins besoin de vous remplir de nourriture, par exemple, hein, parce qu'il y en a qui vont compenser le manque en se gavant de nourriture, de sucre, de chocolat, de ne sais pas quoi, ou de sexe, ou de n'importe quoi. Hein, toutes les dépendances sont souvent en lien avec ça. Donc juste, voilà, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qui améliorerait mon confort maintenant, agrandirait mon confort. Donc on est toujours sur cette écoute intérieure. Hein. Je mets le zoom sur moi, je m'occupe de mes besoins dans ce qui est disponible. Ce sont des toutes petites choses évidemment, c'est jamais des grands trucs. Hein. Ça c'est le travail sur les ressources, on appelle ça le travail sur les ressources. Dans le travail sur les ressources, là je faisais le point avec vous sur les ressources à l'extérieur. Et j'avais un peu causé tout à l'heure des ressources à l'intérieur. Les ressources à l'intérieur, c'est les qualités que je reconnais en moi. Donc je vais m'appuyer sur mes qualités, mes compétences, sur ce que j'aime, ce que je suis capable, etc. Sur ma force, plutôt que de m'appuyer sur ce que je ne sais pas, ce que je ne suis pas, ce que je ne serai jamais, ce que l'autre est que je ne suis pas. Voilà. Je vais m'appuyer sur ma force intérieure. Ça veut dire aimer la personne que je suis. Le grand axe de votre vie, le grand chemin, c'est m'aimer. Hein. Ça, c'est pas aimer l'autre, c'est m'aimer moi d'abord. Hein. Si vous ne vous aimez pas, vous n'aimez pas les autres. Ça ne sert à rien dire du tout. Quand vous prenez soin, quand vous êtes altruiste, vous passez votre temps à être au service des autres et que vous ne vous aimez pas suffisamment, vous faites ça par fuite, c'est de nouveau de l'altruisme, par fuite de soi, par vide de soi, par besoin de se rendre indispensable. Mais voilà, il n'y a pas d'amour de soi, donc il n'y a pas d'amour là-dedans. Hein, toujours pareil. Donc s'aimer, c'est la clé. Et je donnerai un jour une conférence ou un stage sur s'aimer soi-même
point d'interrogation, mode d'emploi, parce que ça peut être vraiment développé sur tout un stage, ça peut être vraiment l'occasion de passer 2 jours là-dessus. Hein. Voilà. Donc voilà, les histoires de ressources à l'intérieur et les ressources à l'extérieur, hein, reconnaître ses qualités, ça c'est très très important. Arrêtez de vous déprécier, parce que dans les creux dépressifs, il y a la dépréciation. Je me dévalorise. Pourquoi je me dévalorise? Je vous le paye en 1000. C'est parce que vous avez généré un idéal de vous. Parce que vous voulez toujours être parfait, vous voulez toujours être autre chose, vous voulez être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. Ça veut dire que vous n'avez pas encore accepté vos limites, c'est-à-dire l'imparfait que vous êtes, la médiocrité que vous êtes. Oui, la méchante personne, par rapport, si vous voulez être gentil, vous êtes aussi méchant. Vous êtes violent, vous êtes haineux. Voilà, on n'a jamais l'un sans l'autre, hein, donc on est toujours tout et son inverse. Voilà, donc ça c'est important de reconnaître, je suis tout ça à la fois et je ne suis rien de tout ça. En sanskrit on dit neti neti, je suis ni ça et en même temps je peux être tout à la fois. Alors quand vous êtes dans un idéal de vous-même, je voudrais être la personne altruiste, je voudrais être une personne qui fait parfaitement tout bien, qui réussit tout parfaitement, et bien là vous gourrez, quoi. Vous êtes parti dans un idéal de vous-même, et plus vous dressez un idéal de vous-même, plus vous vous dépréciez. Cet écart entre l'idéal de vous, alors ça il faut le comprendre, ça aussi concrètement c'est très très important à saisir. Si vous le pigez, ça va vous donner une clé énorme. Hein. Concrètement, vous créez un idéal de vous par exemple. Hein. Je veux être une personne des plus parfaite. Par exemple, professionnellement, je veux réussir, je suis consciencieuse, je suis méthodique, j'organise, je planifie, je veux réussir mes objectifs professionnels, sinon j'aurai rien, je vais me retrouver SDF, je serai nulle, je ne serai pas promue, etc. Exemple. Voilà. Donc vous créez un idéal, d'accord? Évidemment, c'est un idéal, donc vous ne pouvez jamais l'atteindre. Voilà, parce que c'est un idéal. Par essence, un idéal de perfection n'est pas atteignable, puisque ce n'est pas possible. Donc vous allez vous retrouver avec le réel, la réalité qui fait que vous allez avoir des bâtons dans les roues pour vous montrer que c'est pas possible, c'est limité, le parfait que vous êtes ne sera jamais existant tant que vous serez sur Terre. Donc il va y avoir un écart ici. Hein. Cet écart va générer le creux dépressif. C'est un des facteurs de la dépression, c'est l'écart entre l'idéal que vous générez et le réel que vous devez absorber. Plus vous fabriquez des idéaux sur vous, sur les autres et sur le monde, plus l'écart risque d'être grand et plus la déprime, voilà, je ne parle pas de dépression, hein, je parle de creux dépressif, pas de vraie dépression, plus la déprime s'annonce grande. Donc ça veut dire que vous rêvez la vie mais vous ne la vivez pas. Vous ne la vivez pas telle qu'elle est prévue, hein, c'est-à-dire limitée, imparfaite. Et ça c'est très très important non seulement de le conceptualiser mais de l'intégrer, parce que vous pouvez le conceptualiser par la tête, dans l'intellect, mais ça il faut le faire descendre dans vos chaussettes. Hein. Tant que vous ne l'avez pas diffusé à l'intérieur, cette histoire-là, tant qu'il n'y a pas une réelle intégration des limites, je ne serai jamais la personne que je vise. Jamais, en aucun cas. Voilà. Ni dans la relation amoureuse, ni dans la vie professionnelle, ni dans la vie familiale. Vous ne serez jamais la bonne mère, le bon père que vous rêvez être. Vous ne serez jamais quelqu'un de parfait. Et pourquoi on veut tellement la perfection? Pourquoi on court derrière? Puisqu'il y a cette histoire de paradis perdu qui est le retour à l'absolu. C'est-à-dire, on vient de l'unité, hein, dans la matrice, on vient de l'univers de Dieu, enfin voilà, appelez ça comme vous voulez. Avant, vous étiez au ciel. Dans le ciel, c'est l'unité, c'est l'absolu, c'est l'éternité. On quitte l'absolu pour rentrer dans le monde de la séparation, et dans le monde de la séparation, dans le monde de la dualité, hein, on arrive dans le monde de la dualité, le bien, le mal, le vrai, le faux, le parfait, l'imparfait, etc. La lune, l'hiver, l'été, enfin le monde de la dualité. Et bien dans ce monde de la dualité, on va toujours avoir une nostalgie d'un paradis perdu qui est le retour à l'unité. On a envie d'y retourner sans arrêt. C'est pour ça qu'on passe notre temps à fabriquer des envies de perfection, des envies d'absolu.
des envies de fusion, des envies d'être extraordinaire, des envies de se prouver à nous-mêmes qu'on est quelqu'un de magnifique, qu'on est quelqu'un qui va y arriver, qui va atteindre les objectifs, qui doit se dépasser, qui doit se transcender, qui doit accomplir sa mission, enfin tous ces trucs-là. Vous connaissez par cœur, le mouvement du développement personnel n'arrête pas de nous bassiner avec ces trucs d'accomplissement, de se dépasser, voilà. Vous êtes des surhommes, des surfemmes, vous êtes censés vous transcender, vous dépasser, pour aller quêter l'être extraordinaire, en devenir, que vous serez peut-être un jour. Donc c'est là où vous vous fourvoyez. Tant que vous êtes dans cette quête d'être meilleur un jour, par une pratique X ou Y, tant que vous rêvez à ça, vous vous collez des creux dépressifs aux fesses. Ça franchement, voilà. Le jour où vous intégrez que de toute façon, vous pourrez courir derrière quelque chose, mais que de toute façon, il y aura toujours des limites, il y aura toujours des obstacles sur votre route pour ne pas atteindre l'idéal. À ce moment-là, il y a une détente profonde qui se crée, dans je m'accepte et j'accepte les autres à l'endroit où ils sont, avec un grand principe d'humilité. C'est-à-dire, ben voilà, hein, je ne peux pas plus, il ne peut pas plus, je fais de mon mieux, j'agis sur ce sur quoi je peux agir, pour agrandir la joie, pour agrandir mon désir, pour agrandir mon élan de vie, mais jusqu'à un certain point. Après, il y a des limites. Donc voilà, donc après, ça passe à autre chose. Donc ce qui est important, c'est vraiment cette histoire de lâcher prise. Ce qu'on appelle lâcher prise, c'est ce que moi j'appelle le bon bah voilà. Bon bah voilà, j'ai fait de mon mieux. Bon bah voilà, et ben ensuite je lâche. Voilà, c'est simple, c'est voilà, pas compliqué. C'est le travail de l'acceptation des limites, le bon bah voilà. Hein, bon bah j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé d'aller jusque voilà, d'être une bonne mère, jusqu'où j'ai pu. J'ai fait de mon mieux, puis après, à l'impossible, nul n'est tenu. Hein. Bah voilà. Hein, je suis fatiguée en hiver, je fais de mon mieux, je fais ce que je peux, mais à un moment donné, bon bah voilà. Donc il y a quelque chose vraiment à comprendre et à saisir pour arrêter de vous pourrir la vie et de courir toujours après ce nostalgie de l'unité perdue, de je rêve tellement, de quelque chose d'idéal, etc., que je n'atteindrai jamais. Et effectivement, vous courez derrière une chimère. C'est une illusion. Voilà. Donc il y a cette histoire-là, et plus vous allez trouver... plus vous allez générer ces retrouvailles avec vous-même, plus vous allez sentir une intensité à l'intérieur de vous, sentir comment la reliance à quelque chose de plus haut vous ensemence quelque part, hein, et de rayonner qui vous êtes avec vos dons et vos talents. À ce moment-là, vous quittez ce besoin de retourner à l'absolu puisque vous êtes habité. Et se sentir habité, c'est se sentir porté. Et c'est avoir moins besoin aussi du monde extérieur, avoir moins besoin de prouver quelque chose, avoir moins besoin d'obtenir des choses, d'avoir, voilà. Et parce que vous êtes habité par un feu intérieur. Et ça, c'est à cheminer. Hein. Et chacun sa route et son chemin par rapport à cette affaire-là. Personne n'a le même d'ailleurs, on n'est pas sur les mêmes voies, on n'a pas les mêmes talents, on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas le même chemin, le même parcours. Certains, en m'écoutant parler, vont comprendre de quoi il se passe, puis d'autres ne seront jamais amenés à faire ce schéma-là. Hein, ils seront plutôt dans ce que j'appelle métro, boulot, dodo, hein, ils vont être plutôt dans un mode survie. Avec des croyances qui ne remettront jamais en question, voilà, avec une éducation, des valeurs qui sont légitimes et qui sont ce qu'elles sont, mais n'iront jamais sur un terrain de je vais chercher en moi cette flamme, cette passion intérieure que je vais pouvoir offrir après au monde et rayonner ma lumière. Je suis le roi de mon royaume et je vais pouvoir l'habiter, l'incarner et l'allumer, de le faire descendre dans la matière, mais cette connexion qui me vient du haut, je vais le faire passer dans une action juste et dans un mouvement, parce que la vie c'est le mouvement et c'est l'incarnation et c'est l'action. Voilà. Donc certains ne passeront jamais par là parce qu'ils ne se posent pas des questions, tout le monde n'est pas chercheur, tout le monde n'est pas intéressé par l'introspection, et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas à juger son prochain en disant bah l'autre, voilà, ce qu'il fait, c'est pas bien. Voilà, à vous d'être sur ce chemin ou pas, et c'est comme ça.
Voilà, donc moi j'ai fini mon exposé, hein, finalement j'avais des choses, au début je me suis dit l'amour en hiver, mais qu'est-ce que je vais raconter sur l'amour en hiver, mon Dieu? C'est quoi ce plan, hein, parce que franchement, parce qu'au départ, la petite histoire c'est que quand on a organisé les thèmes des conférences, on s'est dit bon, j'avais fait l'amour en été, bon bah c'est l'hiver, mois de décembre, hop là, l'amour en hiver, et voilà, donc en déconnant, hein. Et finalement vous voyez que c'est riche, et qu'on peut toujours dire, il y a plein de choses à dire quand même sur ce thème, qui est plus consacré à l'être en fait, hein. L'amour, pour moi, en hiver, c'est l'être, l'être-té. Voilà. Donc je vais vous laisser, ça me fait toujours plaisir de voir comment ce thème résonne avec vous. Qu'est-ce que vous avez comme question, ou qu'est-ce que ça évoque, comment ça résonne pour vous, l'amour et l'hiver, l'hiver et l'amour, l'amour familial, l'amour filial, l'amour de soi, l'amour relationnel, l'amour sexuel, toutes les formes d'amour, et on n'en a jamais fini avec l'amour, n'est-ce pas? Parce que c'est un thème magnifique. Alors, ceux qui veulent poser des questions, faire des commentaires, vous êtes les bienvenus. Je vous passe le micro, les deux micros. Caroline. Je surveille là. Bonsoir. Ça marche, les deux marchent. Hein. Bonsoir, ça marche. Parlez dans les deux. Hein. Celui-là, il marche. Oui, il marche tous les deux. Il faut lui donner les deux parce que il faut utiliser les deux. Oui, il faut utiliser les deux. Non, mais il marche, tout marche. Bon, attends, bouge pas. Non, je suis obligée à chaque fois d'expliquer. Ça marche aussi parce que c'est pour enregistrer. Ouais. Donc il y en a un qui enregistre et l'autre qui amplifie. Ah, vous avez compris. Bon. Donc bonsoir et merci pour cette conférence. Moi je suis arrivée avec un petit peu de retard, je m'excuse, mais bon j'ai bien... Il y a quelque chose qui m'a interpellée quand vous parliez des fêtes de Noël, des fêtes de famille, puisqu'on arrive très bientôt à ça. Et vous disiez qu'il ne fallait pas se sentir obligé, ouais. Pour les gens qui se sentent obligés. Là, vous avez parlé de quelque chose... des commandements le 4e commandement des tables de Moïse. Voilà. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est la question de j'appellerais ça la concession. C'est-à-dire que comme effectivement, je suis d'accord sur le fait que personne n'est parfait, et parce que ça se saurait, et même, et comment dire, la question de la tradition, alors je ne sais pas si j'ai raison, hein, ouais. Mais ça m'a interpellée parce que j'étais en train de me dire que dans ces conditions, chacun fait comme il veut, et puis et la cellule familiale explose parce que dans les vies qu'on mène actuellement, enfin, me semble-t-il, on est beaucoup éclaté. Et puis pour X raisons, il y a toujours une bonne raison de j'ai pas envie. Et je me demandais si c'était pas un piège d'être trop centré sur soi. Et que des fois, même si c'est qu'une fois par an, et je pense à un autre thème qui est complètement différent, par exemple un enterrement. Alors vous allez dire, waouh, on fait un grand écart. Non. Mais alors dans ces conditions, voilà, il y a des traditions qu'on fait plus. Et enfin voilà, ça m'intéresse. Oui. Alors oui, tout à fait. Merci d'avoir posé cette question. Tiens, je vais reprendre le micro qui amplifie. Ouais. Ça me permet de nuancer mon propos. Quand je parlais du 4e commandement qui est effectivement, et je disais, il n'y avait pas que tu honoreras ton père et ta mère, et pour certains, ils y vont la fleur au fusil, ils vont dans cette tradition familiale, mais c'est lourd, c'est pesant, il faut y aller. Ils ne sont pas joyeux d'y aller, hein, tu vois. À la fois, effectivement, il y a une tradition. Je suis d'accord, et au contraire, je suis d'accord pour que la famille se réunisse, que la tradition soit conservée, et que ça s'organise. Au contraire, c'est chouette qu'il y ait des traditions familiales, qu'il y ait des moments privilégiés pour se réunir en famille, au lieu que chacun pour soi, Dieu pour tous, et on ne se revoit jamais, voilà, on s'éloigne, etc. Mais la nuance, c'est est-ce que j'ai un élan du cœur quand je vais à cette fête familiale, c'est ça que je voulais dire, hein, ou est-ce que j'y vais parce que mes parents me font peser, me font croire que si tu ne viens pas, tu es méchante.
Si tu ne fais pas partie, t'as vu ce que tu fais, t'as vu ce que tout nous fait, à cause de toi, voilà, tu vas nous manquer, tu viens jamais. Hein, il y a cette pression. Tu viens jamais nous voir, je suis malheureuse si tu viens pas me voir. Voilà. Mais ça, c'est de la manipulation. C'est ce que j'appelle le chantage affectif, c'est la manipulation. Et ça marche. Et les enfants qui ont grandi sous cette forme, qui ont été otages déjà petits, vont, en grandissant, continuer à être manipulés de cette manière-là et auront tendance à ne même pas s'en rendre compte, à sentir le poids, mais à ne jamais couper ce cordon ombilical parce qu'ils se sentent investis de je leur dois quelque chose. J'ai une dette. Ma pauvre mère, si jamais j'y vais pas, ça va lui faire de la peine. Elle va peut-être en tomber malade. Et puis voilà, des trucs comme ça, quoi. Et ça, c'est juste horrible. C'est pour ça que je comptais nuancer. Hein. C'est pas effectivement, bon, j'y vais pas. Est-ce que j'ai un élan du cœur? Est-ce que je me sens vraiment dans l'envie? Est-ce que ça me réjouit de passer cette fête en famille et de faire l'effort de me déplacer, si vous devez vous déplacer? Parce que ça doit être comme un moment, c'est un moment de retrouvailles de nouveau, c'est un moment chaleureux, c'est un moment festif, c'est un moment, je dirais, goûteux, tu vois. Mais si c'est pour y aller en étant dans un poids, il ne faut pas oublier que quand vous y allez avec un fardeau, de toute façon, dans l'invisible, ça passe. Il y a votre sourire, oh, comme je suis content, j'ai acheté le cadeau, oh, je suis content, voilà le cadeau. Mais derrière, il y a tout ce qui est non dit, tout l'invisible passe. Donc il y a les sourires, les faux semblants, hein, tout le monde on fait genre, oh, c'est la fête, on est content, oh, Noël, on chante et tout. Mais en fait, si vous y allez et vous sentez que c'est un poids, ben ça passe, ça passe à travers vous. Tout ce qui est en vous émane de vous et émerge de vous à votre insu. Il y a le verbal et le non-verbal. 80% de la communication est dans le non-verbal. Donc ça émet des ondes. Et c'est surtout pour... moi, je pensais surtout du point de vue de l'adulte qui continue à réagir comme un enfant et qui ne se sent pas libre. Et c'est surtout dans des familles toxiques ça que ça se passe. Manipulatrices et des toxiques. Dans les autres familles, non, on organise ce moment. Les enfants sont contents de se joindre. Voilà, c'est plutôt sympa. Voilà. Justement, si c'est dans ces familles faut que tu me passes. Attends, une seconde. Voilà, en fait, là où ça m'interpelle vraiment, c'est que ces familles toxiques, ou comme vous dites, le faire valoir. Ouais. Hein, voilà. J'entends totalement et je sais, ça existe, en plus je connais un peu. Mais on peut aussi déplacer, déplacer le sujet. Alors peut-être il faut s'en libérer, hein, ça je suis d'accord, parce qu'après il y a les enfants qui n'ont pas ce ressenti avec la grand-mère ou la tante un peu chiante, voilà. Il n'y a pas que soi, enfin voilà. Et après on n'y va plus à reculons parce que la tante machin ou le beau-père bidule, mais on y va justement avec joie. Oui. Parce qu'on le fait pour d'autres raisons. Oui, mais voilà, c'était ça. Oui, mais tout à fait. Oui, mais pourquoi pas hein, là, je le fais pour mes enfants, par exemple. Parce que mes enfants ont de la joie à y aller. Donc ça me met en joie. Donc là, il y a de l'amour altruiste pour les enfants. Ça me met en joie. Moi, j'ai pas envie d'y aller, ça me pèse. Mais mes enfants, je le fais pour eux. Et j'ai de la joie. Donc il y a un élan, si tu veux. Moi, je parle... Là, il y a de l'amour quand il y a un élan. Alors que ça parte de l'endroit parce que c'est pour faire plaisir à mes enfants, pour qu'ils aient des grands-parents, ou parce que je suis hyper heureuse de voir mes parents, mes soeurs, mes frères, etc. Très bien. Mais là, je parlais... La nuance, c'était quand ça me pèse et que je me sens toujours pris dans cette histoire de je dois y aller par devoir, obligation, et j'ai la culpabilité, je suis une méchante personne, je suis une mauvaise personne si je ne fais pas mon devoir filial. C'est ça qui est terrible, hein, c'est ça qui pèse beaucoup. Et dans des familles, je disais, enchevêtrées, c'est comme ça que ça se passe en général. Hein. Et il n'y a pas que ça, parce qu'après, tu devras t'occuper de moi quand je serai malade. Ça va beaucoup plus loin que la fête de Noël. Hein. La fête de Noël, si c'est qu'une fois par an, encore, tout va bien. Mais tu viens jamais me voir. Voilà, c'est tous les comptes à rendre que vous devez parce que vous avez été mis sur Terre. Vous avez de comptes à rendre à personne. Hein. Il n'y a pas de jugement dernier devant l'Éternel, si ce n'est ces histoires qui sont à regarder, qui est comment je crois que je suis une mauvaise personne, comment je me mets la pression. Voilà. Autre question, est-ce que quelqu'un d'autre... Ah là-bas derrière.
Il y a 2 personnes. Bonsoir, je voudrais intervenir sur la notion du « ben voilà » en tant que père. Puisque en tant que père, on doit... Enfin, il y a le terme de devoir justement que vous abordez. On doit éduquer les enfants, les amener vers un idéal. Alors, le terme d'idéal justement génère de la frustration et il y a un écart entre l'idéal et le réel. Et comment articuler donc le devoir du père d'élever ses enfants et en même temps d'être capable de lâcher, de relâcher, de donner un bain voilà de temps en temps pour justement relâcher la pression. Merci. La réponse est dans la question là. La réponse est dans la question, c'est bah oui, je peux. Alors déjà, petit 1. Quand vous êtes dans une fonction mère, une fonction père, ou une fonction d'éducation, voilà, en sens large. Déjà, c'est conscientiser l'idéal que je forme dans ma tête, le schéma idéal que je forme dans ma tête. Parce que là, on dit un idéal de la fonction père. En général, pour les enfants, l'éducation consiste à les rendre autonomes. C'est ça l'idéal. Il n'y a pas 50 000 idéaux, hein. On cherche à les accompagner sur leur route pour qu'ils prennent leur propre envol, qu'ils battent de leurs propres ailes et qu'ils deviennent autonomes sur leur chemin. Voilà. Après, quels sont les idéaux que j'ai en tête? Chacun les siens en tant que parent, en fonction des valeurs que vous avez reçues, absorbées de la société, de vos propres parents, de vos bouquins et tout ça, vous avez vos idéaux sur la fonction parentale. Donc déjà mettre ça en conscience. Quels sont les idéaux que je traîne? Est-ce que c'est les mêmes que ceux de ma femme déjà, hein, c'est pas gagné. Ensuite, est-ce que je peux les remettre en question ces idéaux? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop élevés? Est-ce que je crois vraiment que je vais les atteindre, hein? Petit 1. Et puis après, de toute façon, je dis toujours, quoi que tu fasses, tu ne pourras pas ne pas les traumatiser. Hein? Bah oui, parce que de toute façon, il n'y a pas que toi déjà, tu n'es pas tout puissant, hein? Il n'y a pas que toi le père, ni la mère qui va le rencontrer, il va rencontrer l'école, il va rencontrer l'enfant, il va rencontrer les camarades, il va rencontrer des tas d'expériences autres que toi, qui vont le traumatiser n'importe comment. Après, il y a les gros dégâts qu'il faut éviter. Les gros dégâts, c'est quoi en tant que parent? C'est la maltraitance, hein, la violence familiale, la négligence, les abus, voilà, le harcèlement, mais ça c'est de la violence. Hein. Donc voilà, les gros dégâts. Et le forçage, l'intrusion, voilà, les gros dégâts. Alors si tu évites les gros dégâts, déjà c'est bien. Après, quoi que tu fasses, tu feras de ton mieux, hein, en fonction de ce que tu as reçu, de tes manques, et de ce que tu idéalises, de ce que tu crois, ces croyances ici qui vont t'animer. Donc c'est bien de mettre de la lumière sur les croyances. Est-ce que mes croyances idéales et parentales de la fonction père, elles sont vraiment... voilà, est-ce qu'elles ne sont pas trop hautes, pas trop élevées, justement? Parce que sinon, par exemple, sur la réussite scolaire, pour donner un exemple, je vois quand même pas mal d'enfants ou d'ados traumatisés par des parents qui mettent la pression scolaire. Donc là, c'est un manque d'intégration des limites. Eux-mêmes sont dans un idéal d'eux-mêmes très élevé. Donc ils courent après leur perfection professionnelle, ils s'engueulent tout le temps, qu'ils ne sont jamais assez bons, etc. au niveau professionnel. Donc ils engueulent leurs enfants qu'ils n'ont pas assez de bonnes notes. Ils sont toujours derrière eux dans les devoirs, ils leur prennent la tête avec la pression scolaire. Ils les martyrisent, résultat des courses, ça colle des échecs scolaires. Enfin, ou des dégâts notoires voilà, dans un idéal de perfection que va avoir traîné l'enfant et à se débattre avec ça toute sa vie. Bon bref. Donc c'est important de revisiter tes idéaux, est-ce qu'ils ne sont pas un peu élevés? Après, il peut y avoir des, voilà, je te dis, des envies de les mener à l'autonomie. Et puis quand tu vois que c'est pas possible, plutôt que de rentrer dans une lutte avec l'enfant ou l'adolescent, c'est est-ce que je peux relâcher la pression, hein, et de lui faire confiance en la vie. Donc voilà, il n'y a pas que moi sur Terre. Peut-être qu'il a besoin aussi d'en passer par là pour comprendre quelque chose. Et je sais pas, moi, il rencontre. De toute façon, il n'y a pas que toi. Il va aller à l'école. Il y aura des situations chez les parents, des amis. Il va bien être obligé de se comporter d'une certaine manière et comprendre par lui-même ce que tu essayes de lui faire comprendre, peut-être. Et tu n'es pas tout puissant, hein. Ça c'est une manière aussi de relâcher l'idéal que tu as et de ne pas être toujours dans je veux tout contrôler et je ne laisse pas l'enfant se nourrir et piger lui-même le sens
des règles, le sens des expériences aussi, et bâtir ses propres expériences pour se construire ses propres références, ses propres opinions. Sinon, je veux trop l'instruire, je veux trop lui faire rentrer mes idéaux et mes valeurs. Donc c'est du dressage et du forçage. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Hein. C'est trop, hein, c'est dans le trop. Mais ça, ce chemin-là peut être parcouru que si je revisite mes propres idéaux. Voilà ma réponse. Donc c'est du bon bah voilà, hein, je relâche la pression que je me mets et que je lui mets. Et je fais confiance à la vie, à sa manière à lui d'expérimenter ça. Qu'est-ce qu'il va en faire? Je suis vigilant s'il a des conduites à risque, je parle des ados par exemple. Évidemment, si je vois qu'il commence à fuguer, s'il commence à fumer tout le temps, à se droguer, machin, évidemment je vais être en vigilance. Mais je ne vais pas non plus, plus je le contrôle et plus les ados, il va se barrer d'ailleurs. Hein. Travailler avec les ados, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y a aussi à voir comment je peux me mettre en lien avec le jeune, avec cet enfant. C'est-à-dire à garder le lien quoi qu'il arrive dans cet amour inconditionnel. Quoi que tu fasses, je suis là pour toi. Après, je cautionne pas tes conneries. Hein, si tu mets le feu à la maison, comme disait, j'aimais bien, j'avais écouté Alexandre Jolien, que j'aime bien, en tant que philosophe, et qui disait, ouais, bon, il a des enfants, il dit, moi, je leur ai dit, depuis qu'ils sont nés, quoi que tu fasses, je serai toujours là pour toi, je t'aimerai toujours, mais je te déconseille vivement de mettre le feu à la maison. Mais même si tu le mets, je t'aimerai. Donc il y a un truc, mais c'est joli, je trouve. Il y a quelque chose vraiment de dire, mais ok, j'ai vraiment envie que tu ailles dans le bon sens du terme, mais quoi que tu fasses, je suis là pour toi. Je relâche, je me relâche. Il y a des limites, j'ai des limites en tant que parent. Je pourrais, quoi que je ferais, de toute façon, il sera traumatisé ce gosse. Hein. Petit T ou grand T de toute façon. On n'a pas la main sur rien, parce qu'on contrôle rien dans la vie. On croit qu'on veut toujours contrôler par la volonté, mais on ne contrôle pas grand-chose. Donc ça, tant qu'on n'a pas compris ce phénomène, on se fourvoie et on se met l'œil, le doigt dans l'œil. Enfin, ça, c'est encore mon regard. Hein. Une autre question, il y avait une autre question derrière. Oui. C'est bien, on a le temps aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, je me questionnais sur l'utilisation du mot faire. Ouais. Lorsque on est dans un état pas top, il faut s'extraire de soi, prendre des choses intéressantes autour de soi, essayer de bien le vivre et voir le côté positif des choses. Mais vous n'appuyez pas trop sur la notion de désir. Et d'ailleurs, appuyer son désir au sens de la psychanalyse, c'est quand même très compliqué lorsqu'on est dans le creux de la vague. Oui. C'est ce qu'il y a de plus compliqué d'ailleurs. Exact. Très juste. Oui, c'est juste puisque un des critères du creux dépressif, c'est l'anédonie. L'anédonie, c'est l'incapacité à aller au plaisir. Donc justement, le désir n'est pas au rendez-vous. L'élan n'est pas au rendez-vous. Et si l'élan n'est pas au rendez-vous, c'est que toute cette chimie qui est anti-stress, hein, les endorphines, etc., n'est pas non plus au rendez-vous. Donc là, ça va être... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, mais alors, quand je ne sens plus mon désir, je n'ai plus envie de rien, et que rien ne me fait plaisir, la tendance, ça va être de s'isoler, de se rétracter. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est au contraire faire un effort, et là ça va demander un effort avant la chute libre. Parce que quand vous êtes dans l'effondrement, après quand vous êtes dans la grande dépression avec un grand D, là c'est tardif. Hein. Là ça va être presque médicament des fois, hein, tellement vous êtes au fond du trou. Hein. Mais avant d'être au fond du trou, c'est ça l'idée. C'est quand vous commencez à sentir que la chute, vous commencez à faiblir. Oh, j'ai pas le moral, je suis fatiguée. Hein. C'est là où vous pouvez reprendre la main. Être acteur, ça veut dire... utiliser les ressources, lister les ressources et ramener votre attention. Et là, il va y avoir un effort qui sera moins grand que quand vous êtes au fond du trou. Parce que alors là, l'effort, il est énorme. Voire, il est plus peu possible. Mais au début, quand vous êtes un peu en chute, c'est faire tout de suite un effort pour dire, je vais cultiver le plaisir.
Je vais m'engager au plaisir. Et alors, je vous donne la piste. Hein. C'est par exemple, tu dis, ouais, bon, qu'est-ce qui agrandirait maintenant mon confort tout de suite? Bah tiens, c'est de me mettre au chaud, par exemple. Hein, je sais pas, moi, par exemple, pour mon cas, je suis tout le temps froid l'hiver, donc je me mets des bouillottes dans tous les sens, les mains, machin, tout ça. Moi, j'ai chaud. Quand j'ai chaud, je me sens bien, par exemple. Voilà, donc je fais ça, mais l'idée, c'est pas que de le faire, c'est aussi de savourer, de déguster. Ça veut dire qu'une fois que tu commences à sentir le plaisir, ou quelque chose qui est moins désagréable que tout à l'heure, quand tu commences à mettre le coussinet et que ton coussinet fait effet, alors à ce moment-là, tu investis la sensation du plaisir qui augmente. Et tu dis, ah ouais, c'est un peu mieux maintenant. Ah, mais comment je me sens mieux? Ah bah je me sens un peu plus détendue. Ah bah ça, c'est chouette. Et là, tu vas investir. C'est-à-dire, tu vas rester. Investir, ça veut dire rester un petit moment de plus, en durée en temps, sur la sensation que tu vas savourer. Et au fur et à mesure que la journée continue, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça va commencer à te faire sécréter toute la chimie anti-stress. Et c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Hein. Mais c'est au début, hein, c'est quand vous n'êtes pas coulé. Hein. Quand tu es coulé, après, c'est la galère pour remonter. Hein. Donc c'est au moment où vous commencez à sentir hein, et écoutez votre voix intérieure. Ça peut être j'ai besoin de me reposer, ça peut être j'ai besoin de contact. Et j'ai dit au début de la conférence, c'est que une des plus grandes ressources, c'est le lien. Donc ça peut être appeler quelqu'un, ça peut être voir un ami, ça peut être voilà, ça peut être sinon une nourriture intellectuelle, ça peut être écouter un philosophe, ça peut être m'écouter, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est à vous de sentir qu'est-ce qui vous met bien, qu'est-ce qui agrandit mon bien-être maintenant, et c'est maintenant que ça se passe. Voilà, pour répondre. Hein. Mais n'attendez pas. Le truc en général, c'est que plus vous allez mal et plus vous allez mal. Plus vous êtes seul, plus vous êtes seul. Ah bah c'est le truc qui se mord la queue, ça. Hein. Donc c'est surtout sortir dès que vous voyez que vous commencez à ruminer, gentiment mais sûrement. C'est changer le regard. Mettre votre attention sur une petite ressource qui vous remonte un peu. Et rester dessus, agripper la ressource. Voilà comment on pratique. Bah, c'est une pratique, ça. Hein. Ouais. Pas d'autres questions, rendez-vous? Bon. J'espère que vous allez aimer l'hiver comme... L'invitation, hein, c'est d'aimer cette saison et vraiment de la découvrir peut-être sous un autre angle que vous n'avez jamais peut-être vu. Hein, profitez-en pour jouer la carte peut-être érotique, hein, on ne sait jamais. Parce qu'il y a la neige, les saunas, voilà, il y a tout plein de choses l'hiver. Passer de l'alternance du froid au chaud, du chaud au froid, il fait froid dehors, je mets au chaud dedans, voilà. Donc amusez-vous, peut-être on n'a pas parlé de la dimension du ludique, hein, mais vous pouvez peut-être vous en profiter pour jouer et vous amuser avec la saison, avec la vie qui se présente sous cette forme-là, plutôt que d'être dans la même météo, hein, il fait froid dehors, il fait froid en moi, il fait froid à l'extérieur, il fait triste dehors, il fait triste dedans. Hein. Donc de voir comment vous pouvez jouer le jeu en étant inventif, chacun à sa porte. Voilà, donc merci à vous, et puis on se retrouvera à l'année prochaine. Voilà. Sinon, je vais mettre mon nom quand même pour ceux qui ne connaissent pas, qui vont me retrouver sur ma chaîne. J'ai fait passer un sondage aussi. Je vais faire passer un sondage pour voir quel thème vous intéresserait pour mes prochaines conférences. Je vais aussi animer des stages sur les thèmes de mes conférences l'an prochain, sur des thèmes particuliers pour développer avec une dizaine de personnes sur des thématiques. Voilà, donc je vous invite à répondre à mon sondage qui se trouve sur mon site et qui se trouve aussi sur Facebook, parce que je suis sur Facebook, et aussi bientôt sur ma chaîne YouTube. Voilà.